Le pistolet apparut sur le bureau comme une arrière-pensée. Petit, élégant, enveloppé dans un étui en cuir ajusté avec des ferrures en or. Le genre d'arme qu'un diplomate pourrait porter, pas un soldat. C'était le Colt modèle 1908, chambré en 380 ACP, et à partir de 1944, l'armée des États-Unis commença à en distribuer un à chaque officier général sur le théâtre de guerre. Omar Nelson Bradley le regarda, le prit en main, en sentit le poids. 680 grammes, 7 cartouches dans le chargeur, un canon de 10 cm habillé d'acier bleui poli. Il le reposa, puis il tendit la main vers autre chose. Ce que Bradley choisit de porter à la place, et pourquoi, nous en dit plus sur l'homme que 1000 portraits officiels. C'est une histoire de confiance, d'identité, et du genre de général dont l'Amérique avait besoin dans le chapitre le plus sombre du XXe siècle. Voici cette histoire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, les détails méconnus derrière les armes, les décisions et les hommes qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Nous creusons l'histoire que les manuels scolaires laissent de côté. Il est né le 12 février 1893 dans le comté de Randolph, dans le Missouri, un endroit de plaine et d'hiver rigoureux, où les hommes étaient jugés non pas sur ce qu'ils disaient, mais sur ce qu'ils faisaient. Son père était instituteur et mourut jeune, laissant la famille avec peu de moyens. Bradley travailla comme chaudronnier avant qu'un voisin ne lui suggère de tenter sa chance à West Point. Il réussit l'examen d'entrée. Il s'inscrivit en 1911. West Point, à cette époque, était un creuset. Les hommes qui en sortirent diplômés façonnèrent l'armée américaine pendant les 40 années suivantes. La promotion de Bradley de 1915 devint connue, avec un mélange de fierté et de stupéfaction, comme la promotion sur laquelle les étoiles tombèrent. Sur les 164 hommes qui furent diplômés, 59 deviendraient officiers généraux. Parmi les camarades de promotion de Bradley, un jeune homme mince et intense du Kansas, nommé Dwight D. Eisenhower. Bradley et Eisenhower furent amis dès le début, mais c'étaient des hommes différents. Eisenhower avait l'instinct d'un politicien, chaleureux, stratégique, capable de gérer d'immenses égos et les pressions d'une coalition. Bradley était quelque chose de plus discret, de plus réfléchi. Il écoutait avant de parler. Il observait avant d'agir. Il ne portait ni revolver à crosse d'ivoire, ni cravache, ni fioriture théâtrale. Ce que Bradley portait était plus difficile à voir, mais plus facile à croire. Pendant la Première Guerre mondiale, Bradley ne partit jamais outre-mer. Il gardait des mines de cuivre dans le Montana, une mission qui le frustrait profondément. Tandis que ses camarades de promotion gagnaient des décorations en France, lui arpentait des kilomètres de clôtures en fil de fer et maintenait l'ordre dans l'Ouest américain. C'était un travail sans gloire, mais Bradley l'accomplit sans se plaindre. Cette retenue, cette volonté de servir là où on avait besoin de lui, sans exiger d'être remarqué, allait définir toute sa carrière. Tout au long des années 1920 et 1930, Bradley progressa dans la structure de l'armée en temps de paix, avec une compétence discrète. Il enseigna les mathématiques à West Point. Il fréquenta l'école d'infanterie de Fort Benning, où un instructeur brillant et difficile nommé George C. Marshall le remarqua. Il fréquenta l'école de commandement et d'état-major. Il passa d'une affectation à l'autre, qui le préparait pièce par pièce à une guerre qui n'avait pas encore commencé. Quand l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939, Bradley était général de brigade à l'école d'infanterie. Il n'avait jamais commandé de troupes au combat. Il avait 46 ans. La guerre, si elle venait à l'Amérique, le trouverait près du sommet d'une armée qui avait presque cessé d'exister pendant les années de la dépression. Vidé, sous-financé, apprenant encore comment déployer les armées de masse que le XXe siècle exigeait désormais. Bradley était sur le point de devenir indispensable. Maintenant, parlons du pistolet. Dans l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale, les généraux occupaient une position unique par rapport à leurs armes. Depuis l'époque de l'armée continentale, les officiers généraux se procuraient leurs propres armes de poing, des choix personnels qui reflétaient un style personnel. Les revolvers à crosse d'ivoire de George Patton en sont l'exemple le plus célèbre. Théâtraux, délibérés, soigneusement cultivés pour l'effet produit. En 1944, l'armée avait décidé de standardiser l'arme de poing des officiers généraux. L'arme choisie fut le Colt modèle 1908 à chien interne, un pistolet semi-automatique élégant et compact, chambré en 380 ACP et conçu par le légendaire John Moses Browning. Le pistolet ne pesait que 680 grammes. Son chien interne évitait tout accrochage aux vêtements. Il était assez petit pour être porté de manière dissimulée, assez discret pour être porté lors de fonctions officielles.
L'armée le considérait comme approprié pour des hommes qui n'étaient pas censés combattre. Environ 3100 pistolets modèle 1908 furent distribués aux officiers généraux américains entre 1944 et la fin de la guerre. Ils étaient livrés avec un étui en cuir ajusté, un ceinturon à fermoir doré, une dragonne avec des ferrures en or et une pochette à munitions. L'ensemble entier était conçu pour exprimer le rang et la gravité, pas l'utilité au combat. Beaucoup de généraux le comprirent immédiatement. Dans le livre « Le Colt pistolet des officiers généraux américains » par Horace Greeley IV, un général écrivit avec une franchise caractéristique. « J'ai donné le pistolet automatique Colt calibre 380 à un jeune lieutenant-colonel sous mon commandement. Je ne considérais pas le Colt 380. On m'avait attribué un bon pistolet comparé au Colt 45 commercial que je portais. » Ce sentiment était largement partagé. Greeley nota que la plupart des officiers généraux traitaient le 380 comme ce qu'ils appelaient en privé une arme mondaine, quelque chose d'approprié pour passer les troupes en revue, assister à des dîners et poser pour des photographies. Pour le combat réel, pour les moments où un homme pourrait avoir besoin de défendre sa vie, il faisait confiance à autre chose. Et Bradley faisait confiance à l'arme en laquelle chaque fantassin américain avait confiance, le Colt M 1911, chambré en 45 ACP. Un pistolet conçu en 1911 dans le but simple et brutal d'arrêter un être humain qui voulait vous tuer. Pourquoi le choix d'armes de Bradley importait-il ? Parce que Bradley était le genre de général qui allait là où se trouvaient les hommes. À l'été 1943, Bradley commanda le 2e corps en Tunisie, après qu'Eisenhower eut relevé Lloyd Fredendall à la suite du désastre de la passe de Kasserine. L'armée américaine avait été humiliée. L'Afrika Korps de Rommel avait déchiqueté des troupes américaines inexpérimentées et exposé des défaillances fondamentales en matière d'entraînement, de doctrine et de commandement. Bradley arriva et fit ce qu'il faisait toujours. Il alla de l'avant. Il visita les unités, il parla aux officiers comme aux soldats du rang, il posa des questions et écouta les réponses. Il apporta des changements fondés sur ce qu'il avait appris, non pas à partir de rapports, mais par l'observation directe. Il ne construisait pas une légende, il construisait une armée. En Sicile, ce même été, sous la 7e armée de Patton, Bradley commanda à nouveau le 2e corps. Il observa la brillance volatile de Patton produire des résultats spectaculaires et des erreurs catastrophiques en proportions presque égales. Il prit note de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas, de la différence entre le genre de commandement qui faisait les gros titres et celui qui gagnait du terrain. Au moment où le jour J approcha, Eisenhower confia à Bradley l'ensemble de l'effort terrestre américain pour l'invasion du nord-ouest de l'Europe. Le 6 juin 1944, Bradley dirigea les débarquements depuis le pont de l'USS Augusta, observant aux jumelles les vagues d'assaut débarquées à Utah et Omaha. Omaha fut une catastrophe ce matin-là. Le bombardement naval et aérien préliminaire avait largement manqué ses cibles. Les chars spécialement modifiés qui devaient mener l'assaut coulèrent dans une mer agitée. Les fantassins qui atteignirent la plage se retrouvèrent cloués au sol sous un feu allemand féroce. Sans couverture, sans commandement et sans voie claire vers l'avant, Bradley envisagea sérieusement d'abandonner Omaha et de rediriger toutes les forces vers Utah. Ce fut l'une des décisions les plus déchirantes de sa vie militaire. Il attendit. Il observa. Et lentement, par des actes individuels de courage qu'aucun général ne pouvait ordonner, des hommes se levant du sable et avançant vers les canons, la plage d'Omaha commença à basculer. Bradley n'était pas loin du bruit de ces canons. Il ne l'était jamais. En août 1944, Bradley fut élevé au commandement du 12e groupe d'armées, dirigeant finalement 4 armées américaines, la 1re, la 3e, la 9e et la 15e. C'était la plus grande force jamais placée sous le commandement d'un seul Américain. Plus d'1 300 000 soldats, un défi logistique et organisationnel d'une ampleur presque incompréhensible. D'autres commandants à son niveau se retiraient dans des quartiers généraux à l'arrière. Ils dirigeaient depuis des cartes et des transmissions radio. Ils devenaient des administrateurs de la guerre plutôt que des soldats. Bradley resta un soldat. Il voyageait constamment et vers l'avant, toujours vers l'avant. Il visitait les quartiers généraux divisionnaires. Il s'arrêtait au poste de secours. Il s'asseyait avec des officiers autour d'un café froid et écoutait ce qui se passait à la pointe du front. Il était célèbre parmi ces hommes pour cela. Il l'appelait le général du Troufion, le général qui vivait comme un soldat, et un soldat, selon Bradley, portait l'arme d'un soldat. Le 380 que l'armée lui avait attribué était un pistolet de gentleman. Il était suffisamment précis à courte portée, suffisamment fiable dans des conditions propres et suffisamment compact pour disparaître sous un uniforme de cérémonie. 7 cartouches de 380 ACP,
un calibre conçu, comme le dit un général, pour les occasions mondaines. Quand Bradley allait de l'avant, quand il était assez près des lignes de front pour qu'une patrouille allemande, un avion ennemi égaré ou un mauvais virage sur une route de campagne française puisse transformer une visite en combat, il voulait quelque chose de différent dans son étui. Il voulait le 45. Le M1911 était tout ce que le 380 n'était pas. Il était lourd, près d'1,1 kg chargé. Il était imposant, 20 cm d'acier bleui. Il contenait 7 cartouches de 45 ACP, un calibre avec assez d'énergie pour arrêter une menace avec autorité. Ce n'était pas une arme que l'on portait pour un dîner, c'était une arme que l'on portait parce que l'on comprenait que le monde dans lequel on évoluait était fondamentalement dangereux. Bradley comprenait cela. Il avait vu ce qui arrivait aux hommes qui l'oubliaient. L'hiver 1944 apporta la pire crise du commandement de Bradley. Le 16 décembre 1944, les Allemands lancèrent une contre-offensive massive à travers les Ardennes. L'assaut qui allait devenir connu sous le nom de Bataille des Ardennes. 3 armées allemandes frappèrent sur un front de 137 km, s'enfonçant profondément dans les lignes alliées, encerclant la 101e division aéroportée à Bastogne et menaçant de couper les forces alliées en deux. Le quartier général de Bradley se trouvait à Luxembourgville, à moins de 65 km du bord avant de la percée. La situation était si fluide, se détériorait si rapidement que personne ne pouvait dire avec certitude où se trouvaient les Allemands et où ils ne se trouvaient pas. Des routes qui avaient été en toute sécurité derrière les lignes alliées le matin pouvaient être aux mains des Allemands l'après-midi. Bradley traversa ce chaos avec sa constance caractéristique. Il emprunta des routes qui avaient peut-être été coupées. Il visita des unités qui tenaient par la discipline et la volonté. Il prit des décisions dans des conditions où l'information était incomplète, les intentions de l'ennemi incertaines et la marge d'erreur presque inexistante. Il avait son 45 avec lui, non pas parce qu'il jouait un rôle, non pas parce qu'un photographe pouvait être en train de regarder, mais parce que c'était la réalité du champ de bataille. Chaotique, fluide, mortel. Et un homme qui comprenait cette réalité portait une arme à la hauteur. La bataille des Ardennes coûta à l'armée américaine plus de 75 000 pertes. Ce fut la bataille la plus sanglante de l'histoire américaine sur le théâtre européen, mais elle échoua. Les Allemands épuisèrent leurs dernières réserves stratégiques dans l'assaut. Au moment où la bataille se termina fin janvier 1945, la Wehrmacht n'avait plus rien. Le 12e groupe d'armée de Bradley franchit le Rhin en mars 1945, les premières forces alliées à traverser le grand fleuve depuis Napoléon. Ils s'enfoncèrent profondément en Allemagne, libérant des camps de concentration, acceptant des redditions par centaines de milliers et faisant leur jonction avec les forces soviétiques avançant depuis l'Est. L'Allemagne capitula le 8 mai 1945. Quand la guerre prit fin, Bradley rentra dans une nation reconnaissante. Mais le monde ne lui laissa pas longtemps pour se reposer. En 1948, il devint chef d'état-major de l'armée. Un an plus tard, il devint le premier président des chefs d'état-major interarmées. Il supervisa la réponse militaire américaine au déclenchement de la guerre de Corée en 1950, s'opposant au désir de MacArthur d'étendre le conflit à la Chine avec des mots qui devinrent célèbres. Ce serait, dit Bradley, la mauvaise guerre au mauvais endroit, au mauvais moment et contre le mauvais ennemi. En 1950, le Congrès éleva le grade de général d'armée à une distinction permanente, et Bradley devint le 5e homme et le dernier à détenir 5 étoiles. Il vécut jusqu'en 1981. Il mourut à 88 ans à New York. Il laissait derrière lui sa seconde épouse et sa fille. Il fut enterré au cimetière national d'Arlington. Le pistolet qu'il porta à travers la Normandie, à travers les Ardennes, à travers la percée en Allemagne, le simple, lourd et sans ornement M1911 l'accompagnait à travers tout cela. Non pas parce qu'il était glamour, non pas parce qu'il faisait une déclaration, mais parce que c'était le bon outil pour le travail qu'il avait choisi de faire. Il y a une chose que les soldats comprennent et que les civils ont parfois du mal à saisir. L'équipement n'est pas neutre. Les choix qu'un homme fait sur ce qu'il porte, ce qu'il revêt, ce qu'il mange et où il dort, ces choix communiquent quelque chose sur l'identité. Ils disent aux gens autour de vous qui vous êtes et ce que vous valorisez. Le choix de Bradley du M1911 plutôt que du 380 réglementaire était une déclaration faite d'acier et de silence. Elle disait « Je ne suis pas au-dessus de tout cela. Je ne suis pas séparé de tout cela. Je porte ce que vous portez. J'affronte ce que vous affrontez. Je suis un soldat. » Les hommes qui servirent sous ses ordres le ressentaient. Ils l'appelaient le général du Troufion. Non pas parce qu'il était modeste de la manière dont certains dirigeants jouent la modestie, calculée, stratégique, conçue pour la consommation publique.
Ils l'appelaient ainsi parce qu'il était véritablement, fondamentalement, irréductiblement l'un des leurs. Les généraux qui donnèrent leurs 380 et tendirent la main vers le 45, et ils furent nombreux, faisaient le même choix chacun à leur manière. Ils disaient « Le petit pistolet est pour la parade, le gros pistolet est pour la guerre, et je suis ici pour la guerre. » Omar Bradley était toujours là pour la guerre. Non pas parce qu'il l'aimait. Les archives montrent clairement que Bradley trouvait la guerre horrifiante, un mal nécessaire, pas une aventure glorieuse. Il pleurait à la vue des morts américains. Il perdait le sommeil à cause de décisions qui envoyaient des hommes dans des situations dont certains ne reviendraient pas. Il parlait du coût de la guerre avec une honnêteté que certains de ses contemporains trouvaient presque dérangeante. Mais il allait de l'avant quand même. Il portait l'arme du soldat quand même. Il choisissait chaque jour de diriger depuis le front plutôt que depuis l'arrière. C'est l'héritage qui survit au pistolet, survit au grade, survit aux médailles et aux monuments et aux 5 étoiles d'argent. Omar Bradley comprenait que la seule façon de véritablement diriger des soldats est d'en être un. Pas de faire semblant, pas de jouer un rôle, mais de vivre réellement, autant que le grade le permet, dans la même réalité que celle qu'habitent vos hommes. Le 380 fut donné aux généraux parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils combattent. Bradley portait le 45 parce qu'il refusait de faire ce marché. Il était toujours prêt à combattre. Et cela, plus que n'importe quel plan de bataille, plus que n'importe quel ordre de bataille, plus que n'importe laquelle des 1000 décisions qu'il prit dans le creuset de la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine, est la raison pour laquelle les soldats qui servirent sous ses ordres lui confièrent leur vie. L'histoire se souvient des généraux qui étaient théâtraux, ceux qui portaient les foulards de soie et les cravaches et les revolvers à crosse d'ivoire. Ils font de meilleures photographies. Mais les hommes qui gagnèrent véritablement la Seconde Guerre mondiale faisaient confiance à quelque chose de différent. Ils faisaient confiance au général qui se présentait, transi et couvert de boue, à leur position dans les Ardennes en décembre. Ils faisaient confiance à l'homme qui s'asseyait avec eux et écoutait vraiment. Ils faisaient confiance au général qui portait la même arme qu'eux, non pas pour faire passer un message, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre genre d'homme qu'ils savaient être. Omar Bradley, général 5 étoiles, premier président des chefs d'état-major interarmés, commandant d'1 300 000 soldats américains, et un homme qui, quand l'armée lui tendit un pistolet de gentleman, le dépassa pour prendre quelque chose de mieux, quelque chose en quoi il pouvait avoir confiance. Tout comme les soldats qui lui faisaient confiance. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que ces hommes et ces moments méritent d'être rappelés, veuillez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce en l'air à cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui aime l'histoire. Chaque abonnement nous aide à continuer de raconter ces histoires. Activez la cloche pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite, car l'histoire n'est pas terminée. Nous ne faisons que commencer.